Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, nous voici pour la nouvelle revue de presse du pôle de Renaissance communiste en France du 27 novembre au 3 décembre 2023. Et nous commençons tout de suite par l'événement de la semaine qui était en fin de semaine, puisqu'il s'agit de la réunion de l'extrême droite européenne à Florence le dimanche 3 décembre 2023. En effet, Matteo Salvini a reçu ses alliés européens à Florence en présence de Jordan Bardella, mais sans Marine Le Pen. Et Le Monde rapporte bien la situation, puisqu'il précise d'abord que ce show dans la capitale toscane, baptisé Libérer l'Europe, emploi, sécurité, bon sens, était destiné à mettre en ordre de bataille les élus du groupe Identité et démocratie, vous voyez déjà le nom est très intéressant, au Parlement européen. Le Monde précise qu'il s'agit d'un groupe dont font notamment partie la Ligue du Nord, le Rassemblement national, RN, plutôt le Rassemblement le péniste d'ailleurs, et le Parti alternatif pour l'Allemagne, AfD, en vue des élections au Parlement européen en juin 2024. L'occasion pour Salvini d'affirmer qu'aujourd'hui à Florence sont rassemblés des hommes et femmes dotés de bon sens et de courage qui battront un ennemi qui est le premier ennemi de l'Europe, les technocrates francs-maçons, qui veulent détruire l'identité de notre continent. Ne croyons toutefois pas que l'extrême droite serait hostile à l'Europe. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, qui représentait le RN, l'a parfaitement rappelé. C'est parce que nous aimons l'Europe que nous combattons les politiques menées par l'Union européenne. L'amour de l'Europe, l'extrême droite l'a déjà montré dans l'histoire, par exemple dans les années 40. Et en tout cas, ce combat ne permet pas à l'extrême droite européenne d'être parfaitement unie. Seule bonne nouvelle face à la résistible ascension de l'extrême droite, comme le disait d'ailleurs déjà Bertolt Brecht dans les années 1930 au sujet du nazisme. Car cette réunion avait aussi une dimension de politique intérieure pour la Ligue, face au parti d'extrême droite Fratelli d'Italia de la première ministre Giorgia Meloni, allié mais surtout grande rivale de Salvini, qui fait partie en revanche du groupe des conservateurs et réformistes, comme ça que c'est appelé par le monde, européens avec les Espagnols de Vox et les Polonais du parti Droit et Justice PIS. Il n'en demeure pas moins que malgré ces querelles de clochers, l'extrême droite euro-atlantique est déjà en ordre de marche pour espérer atteindre une vague brune en juin 2024, contre laquelle la seule réponse de classe doit être le boycott citoyen massif auquel appelle le pôle de Renaissance communiste en France, avec pour objectif de délégitimer bien sûr Macron, bien sûr l'Union européenne du capital qui nous mène au désastre, mais aussi l'extrême droite fasciste, et ainsi porter la seule alternative possible qu'est le Frexit progressiste. Le chiffre de la semaine à présent, 4. Pour 4 euros. Eh bien, c'est le prix annoncé pour le ticket de métro et de bus à Paris pendant les Jeux Olympiques 2024, tandis que le ticket de train ou de RER passera lui à 6 euros l'unité, comme nous l'annonce le Figaro. Logique implacable puisque l'offre de transport supplémentaire liée à cet événement devrait coûter 200 millions d'euros de plus selon Île-de-France Mobilité. Et pour financer l'augmentation du nombre de trains ainsi que leur plus grande fréquence, Île-de-France Mobilité va mettre en place un Pass Paris 2024 entre le 20 juillet et le 8 septembre 2024. Ce dernier est disponible dès janvier, donc ça ne va pas tarder, à l'achat sur le futur site d'IDFM dédié aux Jeux, coûtera 16 euros par jour ou 70 euros la semaine. Alors pourquoi le 8 septembre 2024 Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier les Jeux paralympiques. Ce qui d'ailleurs amènera certains établissements scolaires situés dans un périmètre de circulation interdite ou restreinte ou à proximité des voies réservées à différer la rentrée en septembre 2024. C'est ce qu'a affirmé le député LR Maxime Minot, coprésident du groupe de travail de l'Assemblée nationale, chargé du suivi de la préparation des Jeux olympiques paralympiques, des JOP. Système scolaire désorganisé, et entre parenthèses, on voit bien la priorité accordée à l'éducation nationale. Envol des prix des transports, soi-disant envol temporaire, car en réalité, gageons que la tentation sera grande pour Île-de-France Mobilité de ne pas revenir en arrière. Loyer qui explose. Comment s'étonner dans ces conditions que, selon une enquête de Doxa, 44% des franciliens jugent que l'accueil des Jeux est une mauvaise chose, quand ils étaient 22% à exprimer cette opinion il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2021. Et rappelons au passage que c'est l'une des raisons pour laquelle la fête de l'humanité a désormais été délocalisée en Essonne, en lieu et place de la Seine-Saint-Denis, dont notamment le quartier Pleyel de Saint-Denis sera transformé en village des athlètes. Et il est fort à craindre que la présentation aguichante de l'après 2024 soit bien moins populaire que celle annoncée jusqu'à présent. Il suffit d'ailleurs de voir les conséquences pour les classes populaires des Jeux Olympiques
qui ont eu lieu à Londres en 2012 ou à Rio en 2016 pour s'en rendre compte. Raison de plus pour combattre ces JO qui s'annoncent ceux de la gabegie pour les organisateurs et leurs partenaires, les grandes multinationales qui se frottent déjà les mains, et les JO du chaos pour les travailleurs et les citoyens que le PRCF appelle à la mobilisation pour refuser ces JO destructeurs et hors de prix. L'image de la semaine, un peu paradoxale, parce qu'elle montre un homme qui marche devant des affiches de campagne électorale à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette photographie est en date du jeudi 30 novembre, et elle apparaît totalement décalée par rapport à la situation terrible dans laquelle s'enfonce la RDC. En effet, des combats ravagent l'est du pays. Soutenu par l'armée rwandaise, le groupe M23 a repris les armes fin 2021 et s'est emparé de larges portions du territoire dans le nord Kivu, dont Goma, une ville de plus de 1 million d'habitants à la frontière du Rwanda, est le chef-lieu. Le 23 novembre, ces combattants ont annoncé avoir pris la ville stratégique de Mweso, à une soixantaine de kilomètres de Goma. Des combats qui sont menés d'ailleurs contre les forces démocratiques alliées, ADF, venues d'Ouganda, en guerre depuis le milieu des années 1990, à l'époque où le Zaïre corrompu de Mobutu faisait régner la terreur parmi les travailleurs, et des forces démocratiques armées qui ont d'ailleurs prêté allégeance à Daesh en 2019. Bref, nous voyons que le contexte est catastrophique pour l'un des pays les plus pauvres du monde, qui paye encore les conséquences, bien entendu, de la désastreuse colonisation sous domination belge et des grands groupes multinationaux, mais aussi de la non moins désastreuse décolonisation qui a débouché sur la mise en place du régime militaire de Mobutu appuyé par les États-Unis, et dont fut victime en particulier Patrice Lumumba, figure du panafricanisme et du socialisme en Afrique. Cette situation, le PRCF la suit, en rappelant que le Rwanda de Paul Kagame se livre depuis plusieurs décennies à des opérations de déstabilisation dans l'est de la RDC, entretenant et épaulant même militairement de soi-disant rebelles. Le tout afin de maintenir un chaos qui favorise le pillage du riche sous-sol congolais, et il est vrai que la RDC ne manque pas de minerais intéressants, un pillage qui n'est sans doute pas pour rien dans les considérables exportations par le Rwanda de minerais inexistants sur son territoire. Et force est de constater que jusqu'ici, beaucoup de nos ténors de gauche observaient un silence complice à propos des agissements du chef de l'État rwandais, probablement désorienté par les interprétations partielles qui ont cours dans les milieux plus ou moins progressistes français des abominables événements du début des années 1990. Vous pourrez retrouver cette analyse bien sûr sur le site Initiative communiste. Et quant à ces élections, nous verrons bien ce qu'elles donneront. Des élections que d'ailleurs l'Union européenne du capital a déjà annoncé refuser de suivre, ou plutôt suivre à minima pour des raisons techniques. La personnalité de la semaine à présent. Eh bien, il s'agit d'Éric Dupond-Moretti, qui a été relaxé par la Cour de justice de la République. C'est ce que signalent les Échos du mercredi 29 novembre, en précisant que la Cour de justice de la République a rendu sa décision dans le procès du garde des Sceaux pour prise illégale d'intérêt. Le ministre était soupçonné d'avoir profité de ses fonctions pour régler ses comptes avec 4 magistrats qu'il avait critiqués du temps où il était avocat. Une décision d'autant plus incompréhensible, on comprend bien que les guillemets sont de circonstance, que selon le délibéré du juge, oui, il y avait bien une situation objective de conflit d'intérêts. Mais à aucun moment, l'attention du ministre n'a été attirée sur celui-ci. Et il n'a pas exprimé une animosité, un mépris ou un désir de vengeance. Bref, si l'événement matériel du délit est bien constitué, l'élément intentionnel n'existe pas. En tout cas, selon le juge. Or, en droit pénal, il faut les deux. Autant de précautions qui, en réalité, comme l'ont exprimé certains magistrats croisés en sortant de l'audience, prouvent une chose. Ce n'est pas la victoire de la séparation des pouvoirs, si tant est qu'elle existe d'ailleurs, c'est celle de la confusion des pouvoirs, dont celle de l'arbitraire. Rien de surprenant, tant l'arbitraire et la délinquance sont structurellement liés au macronat, et plus généralement à l'ensemble de l'oligarchie euro-atlantique. Il suffit d'ailleurs de voir le nombre de casseroles et affaires dans lesquelles sont impliqués la Macronie et ses satellites de droite et faussement de gauche, comme l'a déjà d'ailleurs signalé le pôle de renaissance communiste en France à plusieurs reprises. Que la corruption soit au cœur de ce qu'il reste de la dite Ve République en pleine déliquescence, ce n'est pas une surprise. Car que ce soit de Le Pen à Zemmour jusqu'à Jérôme Cahuzac, qui alors lui ose carrément revenir en politique. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs
doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Après avoir menti à la représentation dite nationale en 2013, et qui s'estime désormais prêt à obtenir une nouvelle légitimité, sans oublier bien sûr les LR, Sarkozy, Fillon, Balkany, et le soi-disant centre Bayrou, de Rugy, Schiappa, Ferrand, les affaires pullulent, rien de surprenant. Raison de plus d'ailleurs, comme le propose le PRCF dans ses mesures d'urgence, pour éradiquer toutes les formes de corruption, conformément à l'héritage de Robespierre, rappelons-le surnommé l'incorruptible de son vivant. On comprend mieux pourquoi il faisait peur déjà à l'époque. L'héritage de Robespierre et de Lénine, avant que l'extrême droite corrompue elle aussi en profite à son tour. La déclaration de la semaine, la voici. Il n'y a plus de NUPES. Alors on fait semblant qu'il y en a toujours une. Eh bien, cette déclaration est signée Jean-Luc Mélenchon, littéralement dépité par les gamineries et enfantillages irresponsables qui ont miné cette alliance électoraliste que le PRCF a d'ailleurs condamnée très tôt, dès mai 2022, en prédisant dès sa naissance que la NUPES allait servir les forces euro-atlantiques prétendument de gauche que sont l'EPS et EELV. De ce point de vue, il est difficile de prendre parti pour celui qui bouffit d'orgueil et souhaitant à tout prix atteindre l'Élysée, quitte à sacrifier d'ailleurs la ligne politique porteuse d'espoir qu'il incarnait en 2017, rappelons-la, l'Europe, on la change ou on la quitte, est bien celui qui a fait le choix électoraliste désastreux de la NUPES. Un choix qui se retourne désormais contre lui. Car cette alliance, de Jadot à Roussel, et jusque dans les rangs de la France de moins en moins insoumise à l'Axe OTAN, désormais n'hésite plus à l'attaquer. Il est vrai que Jean-Luc Mélenchon au moins incarne sur le fond une gauche davantage de gauche, on va dire, que l'outil qu'il a forgé, et qui a échappé à son contrôle. Mais pourquoi une telle situation? Par refus de trancher les désaccords stratégiques profonds, que lui-même d'ailleurs fustige, et qui, pire, l'ont amené à capituler sur des sujets majeurs comme la sortie de l'UE du capital, la défense de la République une et indivisible en comparant la Corse à la Nouvelle-Calédonie, et même l'intransigeance face à la fascisation que symbolise le régime pro-nazi de Kiev. Il faut tout de même rappeler que Jean-Luc Mélenchon avait appelé à ce que toutes les institutions de France arborent le drapeau ukrainien sur leur fronton. Et le voici désormais de plus en plus isolé, plus encore après ses prises de position pour le coup courageuses, dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Ce qui a permis de mesurer combien cet isolement était prononcé au sein même de la France insoumise où les oppositions progressent. Parmi ces oppositions, celle de Clémentine Autain. Est-ce que ce n'est pas faire preuve au minimum d'ambiguïté? Je vous le redis, je pense qu'il faut en effet peser chaque mot, et je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de formulations de Jean-Luc Mélenchon dans ses tweets. Qui, après avoir savonné la planche à Jean-Luc Mélenchon en 2017 au sujet de l'ALBA, déclarait ne pas être d'accord avec un certain nombre de formulations de Mélenchon il y a quelques semaines. En réalité, s'affrontent deux visions politiques, puisque Clémentine Autain est la grande promotrice de la stratégie du Big Bang de la gauche radicale, proposée au lendemain du désastreux scrutin européiste de mai 2019 pour la gauche établie. Un désastre qui d'ailleurs se réitérera probablement en juin prochain. À l'époque, Clémentine Autain appelait à un énième rassemblement d'insoumis, communistes, anticapitalistes, socialistes et écologistes, décidé à rompre avec le néolibéralisme. Autrement dit, autant de forces malheureusement euro-compatibles et euro-béates, dont le positionnement va totalement à l'encontre et des intérêts et du positionnement politique de la grande majorité des classes populaires. Et en 2019 notamment, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Raison plus pour porter, là encore, la seule alternative crédible à gauche, rouge et tricolore, pour éviter le désastre en 2027. L'infolute de la semaine, eh bien, c'est la grève menée par les livreurs Uber Eats, puisque France Info rapporte que plusieurs milliers de livreurs d'Uber Eats ne seront pas connectés, donc n'ont pas été connectés, sur la plateforme samedi 2 et dimanche 3 décembre. Ils sont appelés à faire grève pour protester contre le changement de leur rémunération. Le système est géré par un algorithme depuis 3 semaines, donc en gros, si vous voulez, depuis aux alentours du 10 novembre. Et le revenu moyen des quelques 60 000 personnes qui travaillent pour la plateforme a baissé de 10 à 30%, selon le syndicat Union Indépendant qui accompagne cette grève nationale avec la CGT et Sud Commerce et Services. Et Le Monde donne un cas très concret, France Info, pardon, donne un cas très concret. Vanny, un livreur posté sur le parvis de la Défense, près de Paris, confirme avoir vu sa rémunération baisser. Le jeune homme travaille pour Uber Eats depuis 2016, mais ces dernières semaines, il doit pédaler beaucoup plus. Avant, quand je travaillais en journée, je gagnais 150 €. Là, il y a des jours où faire 100 €, ce n'est pas évident. Maintenant, ça m'arrive le week-end de travailler la nuit entre minuit et 3 h du matin pour compléter.
se désole le jeune livreur. Si cela continue, le jeune homme a peur pour les mois qui viennent et surtout l'été prochain. Au mois d'août, comme elles n'ont pas de volume, les plateformes divisent les prix par deux. Là, on est en plein hiver. Qu'est-ce qui va se passer en plein été? On va avoir des courses à 1 euro? Et d'ailleurs, ils donnent parfois une deuxième course à moins d'1 euro. Bientôt, il va falloir payer pour pouvoir livrer. Travailler plus et gagner moins, Vanny envisage d'arrêter de travailler pour Uber Eats. Et tout ceci, rappelons-le, alors que le prix de l'essence se stabilise entre 1,8 et 2,3 euros au litre dans les stations-service. Bien au-dessus des prix à la pompe lorsqu'avait débuté le nouveau dialogue social, Dixit France Info bien entendu, en 2021 entre les plateformes et les syndicats de livreurs. Une nouvelle fois, est réalisée la démonstration grandeur nature que les entreprises, et particulièrement les multinationales concentrées comme Uber Eats, ne créent pas d'emplois, mais les détruisent. Car seule l'accumulation du capital peut satisfaire ses tenants, et qu'importe le sort des travailleurs. Plus que jamais, seul le combat de classe porté par un syndicalisme de combat et de classe est en mesure d'aider des travailleurs, à qui on demandera d'ailleurs de fait de bientôt payer pour espérer toucher un salaire qui sera d'ailleurs certainement moindre que le prix à payer. L'info facho à présent de la semaine, puisque c'est une nouvelle rubrique depuis la semaine dernière, eh bien c'est une bonne nouvelle puisqu'il s'agit de l'annonce, il faut la faire maintenant, de la dissolution de la division Martel par Gérald Darmanin. Leur nom est un hommage à Charles Martel, chef franc qui a repoussé les invasions arabes au 8e siècle. Depuis 2022, date de sa création, la division Martel est un groupuscule d'ultra-droite très actif. Ils sont très jeunes, une partie d'entre eux sont mineurs. C'est des militants qui sont principalement basés à Paris ou à Rouen. Elle est à la manœuvre derrière l'attaque de plusieurs jeunes racisés devant le lycée Victor Hugo à Paris l'année dernière. Pour cette journaliste spécialisée dans les groupes radicaux, certains de ses membres étaient bien présents à la démonstration de force du week-end dernier à Romans-sur-Isère. Il y a des vidéos de militantes de la division Martel prises par des jeunes du quartier de la Monnaie pendant cette attaque, donc qui montrent des militants de la division Martel. Donc il y a un lien qui est tout à fait établi, au moins 2 militants, voire 3. Une participation qui explique pourquoi Gérald Darmanin veut dissoudre Division Martel ainsi que 2 autres groupuscules, une volonté politique pouvant s'avérer très complexe à mettre en œuvre. Quand on voit la myriade de ces groupuscules partout en Europe, ce sont des groupes champignons souvent qui sont actifs quelques années, parfois autour d'un club de foot avec le hooliganisme, parfois localement. Et puis ils disparaissent, ils renaissent au gré des évolutions de leurs militants. Donc la dissolution est une démarche à la fois symbolique, c'est la seule que peut faire la République, et puis elle est assez inefficace. Début 2022, un autre groupuscule d'ultra-droite, les Zouaves Paris, avait déjà été dissous, mais ses membres sont finalement réapparus dans de nouvelles structures et continuent encore aujourd'hui leurs actions. Ce groupuscule est à l'origine de la ratonnade à Romans-sur-Isère dont nous avions parlé dans la revue de presse de la semaine précédente, menée par des centaines de militants néo-nazis dans le quartier populaire de la Monnaie, où de violents affrontements avaient éclaté avec les populations locales qui cherchaient à se protéger contre la horde barbare venue perturber le quartier. Encore mis sous pression face à l'évidence de la fascisation décomplexée, Gérald Darmanin a décidé de sévir en annonçant la dissolution de cette division Martel mardi 28 novembre 2023. Et France Bleu explique que le nom de ce groupuscule fait référence à Charles Martel, né en 688, mort en 741, chef franc, pas français, franc, connu notamment pour la bataille de Poitiers en 732, pendant laquelle il aurait repoussé les armées du califat omeyyade, l'envahisseur arabe. C'est ainsi que c'est rapporté dans l'article. Une appellation qui inspire crainte et inquiétude aux autorités. Rien que le nom nous fait peur, a confié Gérald Darmanin lors de l'annonce de la dissolution. Ce groupuscule est né l'an dernier, donc en 2022. Les premières traces apparaissent sur les réseaux sociaux en septembre 2022 via une chaîne Telegram, détaille la cellule décryptage. Le groupe d'ultra-droite est alors présenté comme un nouveau groupe de jeunes nationalistes basé en région parisienne. Encore la démonstration d'un nouveau détournement de l'histoire dont est coutumière du fait l'extrême droite. Comme le signalait d'ailleurs France Culture en juin 2022 à propos de Charles Martel. Lorsque les historiens se penchent sur la réalité historique, ou tout du moins sur ce qu'on peut en percevoir aujourd'hui près de 1300 ans après, il semble que les faits donnent une lecture différente de l'affrontement entre le sauveur Charles Martel et les troupes arabo-berbères d'Abdelrahman. La bataille en tant que telle n'est pas négligeable, ce n'est pas une escarmouche, mais est-ce qu'elle a eu l'importance énorme que lui donnent certains? Non, tranche l'historien William Blanc. Ce n'est sans doute pas une invasion à laquelle fait face Charles Martel,
plutôt à un raid, comme il y en avait régulièrement à l'époque. Alors évidemment, si la dissolution annoncée de ce groupe est bienvenue, la simple dénomination de ce groupuscule nécessite plus que jamais de mener le combat pour une nouvelle hégémonie culturelle progressiste, combat que mène l'extrême droite réactionnaire et fasciste, hélas, avec une certaine efficacité. L'Union européenne au quotidien, à présent, eh bien, c'est la Commission européenne qui veut durcir la législation contre les passeurs de migrants. Alors au passage, Le Monde nous apprend que selon l'agence Frontex, plus de 90% des migrants irréguliers arrivés dans l'Union européenne ont dû payer des intermédiaires au cours de leur périple. Et on apprend qu'en 2022, l'Europe a dénombré 332 000 entrées irrégulières. 332 000 entrées irrégulières, pardon. Nous pourrions connaître un chiffre plus important cette année, relève Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures, qui s'inquiète de l'abrogation de la loi anti-passeurs au Niger, une abrogation susceptible de rouvrir cette route vers l'Europe via la Libye. Un point de tension supplémentaire donc avec le Niger, où la junte au pouvoir depuis juillet dernier a pris cette décision, pour la plus grande joie d'un ancien passeur militant pour l'immigration légale désormais et qui déclare ceci. Pour nous, l'immigration n'était pas un trafic, mais une économie. On gagnait énormément d'argent avec ça, raconte Sidi Mamadou. On prenait les numéros de châssis des véhicules, le nom des chauffeurs, le nombre de migrants, et on établissait une feuille de route. Même le maire prenait une taxe sur les convois, raconte le Nigérien, qui était membre d'un syndicat de transporteurs. En vertu des accords de la CEDEAO, n'importe quel ressortissant de l'Union africaine, c'est-à-dire en gros tout le continent, peut voyager sur le continent tant qu'il dispose d'une pièce d'identité. Entre février et juin 2016, l'Organisation internationale pour les migrations OIM a dénombré plus de 300 000 personnes transitant par le Niger en direction de la Libye et l'Algérie avec l'Europe pour objectif. Une chose est certaine, l'Union européenne fait déjà de l'immigration illégale une priorité politique, ce qui d'ailleurs avira l'extrême droite qui n'en demandait pas tant. Et ce, sans traiter les causes à la base des migrations, qui, nous ne le rappellerons jamais assez, sont toujours des décisions inévitables au regard du chaos géopolitique, auquel contribuent d'ailleurs les anciennes puissances coloniales comme l'État bourgeois en France, mais aussi cause de la misère économique et cause des dérèglements environnementaux, climatiques notamment, puisque l'Organisation internationale pour les migrations prévoit jusqu'à 1 milliard de migrants climatiques dans les 30 ans, alors que des projections plus récentes avancent les chiffres de 1,2 milliard à l'horizon 2050 et 1,4 milliard à l'horizon 2060. Alors ce n'est certainement pas en bâtissant une pseudo-forteresse, en réalité d'ailleurs franchissable, civilisationnelle qu'est l'Union européenne du capital, que sera résolue la question migratoire, dont le traitement démagogique, soit totalement sécuritaire, soit totalement sans frontiériste, comme le proposent d'ailleurs des groupuscules gauchistes au discours similaire à celui du MEDEF d'ailleurs, ne peut que renforcer une extrême droite qui se frotte déjà les mains. L'actualité idéologique pour finir, eh bien c'est la rencontre qui a eu lieu avec un certain Adrien Nonjon dans le cadre du cycle Bibliothèque ukrainienne à l'INALCO. Une rencontre pour le moins particulière qui a eu lieu mercredi 29 novembre, car Adrien Nonjon, chercheur associé à la George Washington University, enseignant à l'INALCO, à Sorbonne Université et à Sciences Po, doctorant en histoire au Centre de recherche Europe-Asie, vous voyez que ça donne déjà un beau pédigré, et spécialiste des mouvements, culture et idéologie d'extrême droite en Europe centrale et orientale, était venu promouvoir un ouvrage intitulé « Le régime Razov, un nationalisme ukrainien en guerre ». Et avec pour discutant Régis Janté, journaliste et co-auteur de Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros, édition Robert Laffont. Vous voyez, je m'en étrangle. Et afin de rassurer le public euro-atlantique qui participera à cette festivité, le site de l'INALCO propose une description élogieuse de cet opus. Initialement désigné par la Russie comme une organisation terroriste néo-nazie devant être éradiquée, l'unité est devenue, bataillon Azov, est devenue le symbole de la résistance farouche des Ukrainiens en défendant pendant plus de 3 mois la ville de Mariupol et son usine Azovstal. En dépit d'une réputation de bravoure sur le champ de bataille, le régime Azov demeure pourtant une entité complexe, vous m'en direz tant. Et la politique n'est pas loin. Par-delà les polémiques, Adrien Nonjon explore l'itinéraire du régiment depuis sa fondation au lendemain de la révolution de Maïdan en 2014 et jusqu'à nos jours. Son implication dans les tranchées du Donbass répond-elle à une logique idéologique, au désir partagé de défendre le sol ukrainien?
Et quel sera le rôle d'Azov dans la reconstruction à venir? Eh bien, félicitations à tous les idiots utiles de la dite gauche établie. Et on y inclut d'ailleurs le NPA Canal Poutou. Pour avoir cautionné le régime pro-nazi de Kiev, dont les plus fervents admirateurs s'épandent désormais sans complexe jusqu'au cœur des discussions universitaires. Il est vrai lieu par excellence de fascisation, comme le prouvèrent déjà nombre de professeurs des universités qui jouèrent un rôle central dans la nazification de l'Allemagne. À ce sujet, nous pouvons vous conseiller par exemple de lire Croire et détruire de l'historien Christian Ingrave. Raison de plus, en tout cas, pour poursuivre le combat idéologique politique que mène le PRCF et pour diffuser cette revue de presse via les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, bref partout, en consultant le site Initiative Communiste, en vous abonnant à la revue Étincelle, mais aussi au journal Initiative Communiste, pour véritablement disposer de la seule alternative possible face à la vague brune qui est en train de monter, l'alternative rouge par définition et tricolore, parce que les deux drapeaux, de fait, vont ensemble, et raison de plus pour délégitimer à fond les forces montantes qui n'ont aucune légitimité à recevoir via le scrutin européiste de juin 2024. Le combat continue, camarades.